right, nous sommes de retour de la pause en ce jeudi. Puis, le jeudi, c'est le temps de parler avec Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien. Salut, Martin. Bon, alors, Adrien, il se passe bien des choses dans l'actualité. Évidemment, on parle aussi de livres. On a toutes sortes de choses au Québec. Hein. On fait un prix plancher pour le lait, le fromage. On veut même faire ça pour la bière. Je sais pas quoi d'autre. Là, on a des prix planchers un peu pour n'importe quoi. Puis là, mais ça serait pour les livres aussi, parce qu'on se dit que les petits bibliothèques, les petites librairies pourront pas survivre à cause des Costco de ce monde, des Walmart de ce monde. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Il y a un cartel qui s'est formé, j'utilise le mot cartel de façon un peu large, là, mais je vais appeler ça, mettons, un cartel légalisé du livre, là, décomposé des écrivains, les éditeurs, les distributeurs les libraires, les bibliothécaires. Puis eux, ce qu'ils veulent, en fait, Martin, c'est d'utiliser la force coercitive de l'État là, pour se protéger de la concurrence des entreprises qui veulent offrir ces produits-là à meilleur prix. L'objectif de cette loi-là, là, ce qu'on appelle le prix unique du livre. Est-ce qu'on est dans une... Oui, c'est un petit bruit qu'on entend. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui font des travaux à l'extérieur, puis notre studio n'étant pas super insonorisé. Vous allez entendre des petits bruits comme ça. Là. Une petite vibration, on s'excuse, mais on peut pas rien faire. Ah, c'est comme ça, on est chez le dentiste. Exactement. Alors, écoute, donc, le prix unique du livre, c'est l'interdiction de donner un escompte ou un rabais de plus de 10% dans les 9 premiers mois suivant la publication d'un nouveau livre. Ouais, c'est ça l'objectif. Et donc, c'est ce lobby-là, ce qu'ils essaient de faire, évidemment, c'est d'empêcher les coupures de prix que Costco peut avoir ou Walmart ou tout ça. Et on peut vraiment se poser la question là, que si les livres de Dan Brown puis de Stephen King vendus à rabais pas loin du rayon des meubles avec les casseroles là, puis les meubles de jardin dans les centres commerciaux bon marché, si ça menace l'existence des librairies indépendantes, vraiment il faut que ces gens-là se posent la question. Ouais. On a-tu le bon modèle d'affaires là, tu sais, plutôt que de forcer de monter les prix des livres pour les moins nantis par une loi. Mais aussi, pourquoi qu'on protégerait les libraires alors qu'on n'a peut-être pas protégé les petits dépanneurs du coin dans le temps, avant que Couche-Tard arrive puis qu'ils prennent le monopole, avant, je sais pas moi, que les Rona puis les Home Depot arrivent, deviennent gros, qui ont tué bien des petites quincailleries. Pourquoi que le libraire, lui, va être protégé, puis le gars qui avait une petite quincaillerie l'a pas été, lui? Exactement, Martin. Prends l'exemple des épiciers indépendants. Ouais. Au Québec, ça a été le royaume des épiciers indépendants. Il y en avait à tous les coins de rue. Steinberg est arrivé dans le portrait, la grosse chaîne. Et là, il y a eu un mouvement de panique et il aurait bien pu demander au gouvernement, aidez-nous, mettez un prix. Puis de fait, ils ont passé une loi, ils ont mis un prix plancher pour le pain. Parce que Steinberg avait sa propre boulangerie et vendait le pain, je pense, 15 cents ou 25 cents. Alors, ils ont réussi à faire passer une loi comme ça, mais c'est pas ça qui va te sauver, là. Ce qui a sauvé les épiciers indépendants, c'est un regroupement. Ils se sont tous regroupés, hein, Épiciers Unis, Métro Richelieu, puis le Métro, Provigo, tout ça. Alors, il y a un problème avec leur modèle d'affaires, puis c'est pas un problème qui est seulement pour les librairies québécoises. L'Internet, c'est en train de tout changer. Ça change la vente de la musique. Moi, depuis que je suis sur Kindle, là, puis j'ai accès à Amazon, puis tout ça, j'achète plus de livres papier. J'aime mieux avoir les livres comme ça, parce que je pars avec mon iPad, je peux aller en voyage n'importe où, je peux avoir 5-6 livres là-dedans, ou 10 ou 15, peu importe. Puis j'aime ça me promener d'un livre à l'autre. Si je pars en voyage, je peux pas partir avec 5-6 livres, là. Ça marche pas, là. C'est un problème. C'est bien plus ça, parce que je pense que ils ont seulement les grandes chaînes aussi ont seulement 10% du marché des grandes surfaces là, du livre présentement. 10%. Écoute, Martin, ça tourne entre 10 et 15% depuis bien longtemps. Alors, le problème, c'est bien plus du fait que le volume de vente en dollars est à la baisse depuis 4 ans à peu près de 16%, si tu tiens compte de l'inflation. Et c'est parce que les gens achètent des livres en ligne. Puis l'autre problème aussi pour les librairies indépendantes, comme je te dis, c'est que le marché se transforme. Tu as des chaînes de librairies comme Renaud-Bré qui occupent une place de plus en plus grande. Ouais. Alors, ces gens-là doivent s'adapter. Puis la solution typique des gens qui sont accrochés aux mamelles de l'État, c'est d'aller avoir plus d'aide. Hein? On veut plus d'aide. Parce qu'il faut réaliser que ces gens-là ont beaucoup d'aide. Là. L'industrie du livre, je calculais rapidement, puis j'ai pas tout fait l'analyse complète, mais on parle d'au moins 175 millions de dollars de subventions par année. Là. Juste le fait qu'il n'y a pas de TVQ.
Exactement. En plus. Je compte ça là-dedans. Oui, je compte ça dans le 175 millions, mais j'ai pas tout calculé parce qu'il y a toutes sortes de subventions indirectes qui sont données. Cette industrie-là doit s'adapter et la seule façon qu'elle s'adapte, c'est qu'on la laisse réagir, qu'on la soumette à la concurrence. L'autre chose aussi, c'est qu'est-ce que ça va faire là, en pratique? Tu augmentes ou tu coupes les rabais, donc en fait, c'est comme si tu augmentais le prix du livre, là, on s'entend. S'il n'y a plus de réduction, c'est comme ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un consommateur fait quand... Ça coûte plus cher. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ailleurs, il va faire du magasinage. Alors, ils vont pousser les gens à aller sur l'Internet, à acheter des livres sur l'Internet, ou attendre, ou acheter des livres usagés. Ils vont aux États-Unis ou ailleurs, en Ontario, je sais pas trop. Ils vont se tirer dans le pied. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On veut plus de protection. Alors, si on passait la loi, puis actuellement, c'est 9 mois, ben là, ils vont dire, c'est pas assez, ça prend 12 mois, ça prend 2 ans, ça va être permanent. Finalement, les gens vont attendre, parce que quand tu lis des livres, t'as pas besoin de le lire tout de suite quand il sort. Le livre de Dan Brown, t'as pas besoin de l'acheter dès qu'il sort. Tu peux l'acheter dans 9 mois. Tu vas attendre dans 9 mois, là, tu vas le lire. Puis que l'autre livre qui était sorti 7-8 mois après, ben là, tu vas être rendu à ce livre-là. Ben, à un moment donné, tu vas prendre un rythme que tu vas les acheter à chaque fois qu'ils ont 9 mois après leur parution, puis finalement, tu vas les payer moins cher pareil. Là. Ben, les consommateurs sont intelligents. Ils vont trouver une façon de passer à côté. Là, on le sait, les Québécois sont astucieux de ce côté-là. C'est comme le cinéma, tu sais. À un moment donné, tu peux aller au cinéma tel soir, mais le mardi soir, c'est moins cher. Quelqu'un qui y va souvent, il attend les mardis, puis y aller au cinéma, ça coûte moins cher. Ouais, alors il peut pas dire à ses chums qu'il l'a vu la première journée, la deuxième journée, mais il l'a vu la 5e journée, so what? Mais c'est ça, c'est bien bizarre cette attitude. Tu sais, on parle des bibliothèques, on dit là, moi je regarde, il y a des bibliothèques qui se construisent partout. La ville de Montréal, je sais qu'à Québec, là, il y a une grosse construction d'une bibliothèque, une ancienne église qui est transformée en bibliothèque. Là. On dépense un argent fou. On dit, il y a de plus en plus de monde dans les bibliothèques. Puis je me souviens d'avoir fait un reportage ici pour Radio X, il y a peut-être 7-8 mois de ça. J'ai fait le tour de plusieurs bibliothèques à Montréal. Je rentrais, pour aller voir qui est là-dedans, qui est là. Il y a du monde. N'importe à quelle heure je suis rentré. Ce que j'ai réalisé, il y a à peu près personne qui loue des livres. Il y a à peu près personne qui va s'asseoir à la bibliothèque pour lire des livres. Les gens vont là parce que c'est l'Internet gratuit. Ah, c'est ça. T'as un paquet de monde du coin, dans le quartier, qui sont trop cheap pour se payer l'Internet chez eux. Ils vont se parker là 2-3 heures à chaque jour. Sur l'Internet avec leur ordi, ça coûte rien, puis ils repartent quand ils ont fini. Ou ils vont aller lire le journal gratos. Oui, aussi. Ben oui, ils peuvent le lire sur Internet aussi. Ouais. Mais les gens privés, des journaux. Oui, il y a souvent des journaux. Pas sur l'Internet, comme dans le temps, ils allaient au Tim Hortons parce qu'il y avait des journaux, puis ils achetaient un café, puis ils restaient là pendant 2 heures pour lire le journal. T'sais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté d'avoir des journaux. Non, mais t'as raison. Moi, dans ma municipalité, c'est la même chose. Ils ont agrandi la bibliothèque, puis je me gratte la tête. Je comprends pas. Tout le monde s'en va sur l'Internet. Pourquoi est-ce qu'on a agrandi la bibliothèque? Ouais. Mais c'est sûr que avoir une grosse bibliothèque dans une ville, c'est prestigieux, puis c'est la culture. Puis ça paraît bien, mais je te dis, fais l'exercice, tu vas être surpris de voir combien c'est du monde qui vont lire l'Internet gratuit. Puis l'autre chose qui me fascine, Martin, aussi, c'est je trouve que les gauchistes sont tellement bons pour utiliser des mots. Ils trouvent des façons d'envelopper leur patente avec des mots roucoulants. Là, le nouveau mot qu'ils ont inventé, c'est la bibliodiversité. Ah bon? Alors là, c'est quoi, là? T'essaies d'imaginer c'est quoi? C'est la variété des livres. Mais en fait, la mise en place d'un prix unique et réduit, ça va réduire la diversité des titres disponibles. Il y a une analyse qui a été faite par l'Institut économique de Montréal. Ils ont comparé un peu ce qui s'est fait ailleurs. En Angleterre, ils avaient le prix unique. Et puis, ils l'ont enlevé. Puis, depuis qu'ils l'ont enlevé, il y a eu un plus grand nombre de titres qui ont été publiés, alors qu'en Allemagne, où il y a un prix unique, qui est toujours en vigueur, le nombre de nouveaux titres est demeuré constant. Alors, le fait que tu puisses charger ce que tu veux, au prix que tu veux, ça encourage la concurrence, ça encourage la créativité, ça te force à être productif, puis à trouver des façons de sortir plus de livres. Alors, mais je trouve ça fascinant. Ils sont tellement bons, on appelle ça les progressistes. Ah, ben là, oui, Monsieur Couillard dit qu'il était progressiste. Ben, c'est ça le progrès, c'est que ça nous amène tranquillement à plus d'étatisme, plus de contrôle, toujours sous le couvert de progrès, mais on progresse pas, on recule. Là. On recule sur les libertés individuelles et on fait passer le coût de tout ça, évidemment, c'est la classe moyenne. OK, mais il y a une commission parlementaire, puis je sais pas, la gang du PQ avec Macaque Auto, j'ai l'impression qu'ils ont tous décidé d'avance, qu'ils vont tout faire pour essayer de protéger les petits libraires. Je pense que oui. Mais même, il y a des gros libraires qui s'objectent à ça. Ben oui. Que des éditeurs aussi. Oui, des éditeurs. Ben oui.
Alors non, c'est le modèle québécois de têter les mamelles de l'État, puis une fois que tu as commencé à têter les mamelles de l'État, tu veux pas les laisser aller. Ouais, mais c'est une petite gang aussi, là, les écrivains puis le PQ, là, c'est une petite gang qui est bien proche aussi. Oui, absolument. OK, il y a Marc-André Dumas qui a gagné sa poursuite en cours des petites créances contre son association étudiante. Là, faut qu'il rembourse ses frais de 1200 quelques dollars. Bon jugement d'après toi? Oui, écoute, 1220 $, c'est pas que le montant d'argent est énorme, puis en fait la décision du juge de cour des petites créances, elle a rien de remarquable parce que il y avait déjà beaucoup d'autres jugements, tu sais, dans toutes les injonctions qui avaient été obtenues par les Carrés Verts pour avoir le droit d'aller dans leur classe, là. Il y avait déjà beaucoup de jugements qui disaient que les associations étudiantes ont jamais eu de droit de grève, puis que les blocages des campus ont toujours été illégaux. Ouais. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est que le juge, la semaine dernière, a fait un lien de cause à effet entre les actions illégales des associations puis le préjudice que cet étudiant-là a subi, là, M. Dumas. Donc, rien pour écrire à sa mère en principe. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était la réaction de l'AC à ce jugement-là, qui ont dit que pour eux, la légitimité vient de la démocratie étudiante et de la volonté des membres, et non du juridique. Ah bon. Alors là, tu commences à réfléchir à ça. Dans le sens que nous, la Cour, ça nous concerne pas. Exactement. Un peu comme le gars qui se fait juger pour avoir voulu faire sauter le train là, entre Toronto puis New York. Moi, la course, non, moi, ma loi, c'est mon Dieu, là, un peu exactement. Ça, là. Si tu passes une décision dans une association de faire sauter un train, c'est bon, parce que ça a été voté par la majorité. Wow. C'est vraiment. Alors, l'AC, ce qu'ils disent, c'est que eux autres, si tu as un groupe qui est convaincu d'être au-dessus des lois comme ça, ils n'ont pas besoin, il faut pas aller régler les problèmes devant la cour. Mais les droits individuels, les droits et libertés individuelles, il faut que ça soit protégé par quelqu'un, ça. Et c'est un peu le concept de collectivisme où le groupe passe avant tout, avant l'individu. C'est comme si l'individu, parce qu'il fait partie d'un groupe, perd ses droits, le groupe acquiert ces droits-là, puis va décider si oui ou non je t'en redonne quelques petites libertés ici. Le groupe, souvent, c'est un petit groupe qui contrôle le groupe aussi, hein? Absolument. Oui, on sait. Il faut comprendre ça, hein? Absolument. Alors, comme on dit en anglais, what's good for the goose is good for the gander, dans le sens où si les associations étudiantes peuvent légitimement défier la loi puis bloquer les campus, là, sous le prétexte qu'ils ont pris un vote, les associations étudiantes pourraient passer une résolution disant on paye pas nos impôts. Hein? On paye pas les impôts. Ah oui, mais on a passé ça à la majorité, donc c'est légitime. Puis pourquoi est-ce qu'une association de propriétaires riverains des Laurentides ne pourrait pas tout simplement décréter légalement que la réglementation environnementale, ça s'applique pas chez nous? Tu sais, ça finit plus. Alors, c'est vraiment... Si on commence à plus écouter la Cour puis plus avoir confiance en nos juges puis notre système judiciaire, ça sera pas beau tantôt, là. Ouais, ce concept-là de collectivisme qui considère les individus comme étant par défaut soumis au groupe, c'est ça qui nous amène, là, un peu... c'est ça qui explique un peu le modèle québécois ou la tyrannie de la majorité. Le groupe majoritaire devient investi du pouvoir de contrôler les faits et gestes des membres au gré de la volonté majoritaire à laquelle aucune liberté individuelle peut s'opposer. Puis évidemment, dans les sociétés occidentales, incluant le Québec, c'est peut-être le contraire. Là. C'est les individus qui sont fondamentalement libres puis consentent par un vote démocratique à déléguer certains pouvoirs à l'État. Tout ça pour dire, Martin, que moi, ça me faisait penser que les associations étudiantes, on devrait... Tu sais qu'il y a une poursuite actuellement par des jeunes qui essaient de faire casser l'espèce de monopole syndical des associations étudiantes. Ouais. Actuellement, les associations étudiantes ont une espèce de formule RAND. Oui. Donc, même si tu n'es pas membre de l'association, tu dois payer une cotisation à l'association. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Tu peux déjà, d'ailleurs, ajouter directement dans ton frais à l'université? Ouais. Ben oui. Et tu peux pas t'objecter. En tout cas, tu peux essayer. Ça prend tout pour ne pas être membre de ton association. Mais même si tu n'es pas membre de l'association, tu es quand même obligé de payer la cotisation. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est du délire, ça. En tout cas, moi, je sais bien qu'à notre parti, là, c'est sûr qu'on va vouloir enlever cette espèce de formule RAND-là pour les associations étudiantes. Là. Est-ce que tu veux me parler de ce cher porte-parole d'Équiterre qui est Stéphane Guilbeault, qui, lui, trouve que les hausses d'Hydro-Québec, 5,8 %, c'est correct?
Ouais, alors donc Stephen Guilbeault, le président d'Équiterre, qui tombe, d'après moi, un peu dans le délire en appuyant la demande d'augmentation de tarifs de presque 6% d'Hydro-Québec, dont quasiment la moitié est causée par les pertes des éoliennes au Québec. Ouais. On sait que les éoliennes perdent à peu près 700 millions par année. Et là, M. Guilbeault cherche n'importe quoi, il dit quasiment n'importe quoi pour justifier cette hausse-là. Entre autres, il dit qu'il y a 50 000 emplois qui ont été créés par la filière éolienne. Oh. Alors, là, il a fumé quelque chose de... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que même la ministre Ouellette, qui est la ministre en charge de ce département-là, là, a dit qu'elle parle de 5 000 emplois. Mme Marois, elle a parlé de moins de 3 000 emplois. Puis l'industrie éolienne, elle parle de 1500 emplois. T'sais. Alors donc, je sais pas quelle mouche a piqué M. Guilbeault dans son argumentaire pour justifier les éoliennes qui tournent dans le rouge. Moi en soi, Martin, j'ai rien contre les éoliennes. C'est rentable. C'est rentable. Puis si on en a besoin. Ben là, on est en surplus d'électricité, puis ils perdent de l'argent. Et M. Guilbeault, là, ça serait quasiment, c'est carrément mentir que d'insinuer que les éoliennes n'ont rien à voir avec la hausse des tarifs. Là, même la Régie de l'énergie a confirmé là, que 2,7% de la hausse est causée par les éoliennes. Mais moi, ça m'intéresse, ces affaires-là. J'essaie toujours de comprendre pourquoi est-ce que les gens disent ça, pourquoi est-ce qu'ils réagissent. Je suis allé voir les états financiers d'Équiterre. Ah oui? Ben, c'est public, tu sais. Alors, donc, je suis allé faire un petit tour. Est-ce que ça vous surprend, là, que Équiterre défende les subventions indirectes à l'éolien qui tournent dans le rouge, alors que le l'AB d'Équiterre carbure avec une subvention de, check bien ça, 1,1 million de dollars, seulement du provincial, 1,1 million, en hausse de 93% par rapport à 2011. Alors là, je suis allé voir plus de détails. Si on prend, mettons, $1 qui est dépensé par Équiterre, où est-ce qu'il va le dollar? Tu as 30 sous qui va aux activités, tu as 16 sous qui va à l'administration, puis tu as 54 sous qui va aux ressources humaines, puis payer les intérêts sur une marge de crédit. 51 sous, c'est les salaires. 54 sous. Mettons 51, c'est 54 avec les frais financiers. 51 seulement les salaires. OK. Et puis 30 sous pour les activités. Oh! Alors, l'administration, 16 sous, ça c'est... L'administration, 16 sous. Alors c'est un peu aussi les salaires. Oui, c'est sûr. Alors donc, je serais bien curieux de voir quel est le salaire de M. Guilbeault. Ça fait penser un peu aux organismes là, de bienfaisance. Ouais. Il y a à peu près seulement 30% qui va vraiment aux gens qui n'ont pas besoin, puis le reste, c'est de l'administration. Là. C'est un peu la même affaire, Équiterre. Ben, c'est un peu ça ici. Quand tu vois qu'il y a 30 sous sur $1 qui vont aux activités, je me pose des questions. Je serais bien curieux de savoir quel est le salaire de M. Guilbeault, mais tout ça étant dit, ces gens-là sont habitués aux subventions et vivent de subventions, puis donc c'est peut-être pas étonnant là, qu'ils essayent de justifier les subventions, surtout que le PQ est pour les éoliennes, puis Équiterre reçoit quasiment 1,2 million du PQ ou du gouvernement. Alors, c'est toujours intéressant de voir d'où vient l'argent. Follow the money, comme ils disent. Bon. Tu me parles souvent que quand le gouvernement... met trop de barrières, impose trop de règlements et puis de bébelles par-ci, bébelles par-là. Souvent, les gens disent, de la merde, ça vaut pas la peine, on va sacrer le camp de ça. On a l'impression que c'est un peu ce qui se passe maintenant avec les résidences privées pour aînés. Il y en a qui disent, ça vaut plus la peine maintenant avec les folies du ministre Régent Hébert. On ferme ça, on va faire des condos avec ça. Oui, Régent Hébert, en fait, a décrété un nouveau règlement au mois de mars sur une espèce de processus de certification des 2000 résidences privées pour aînés au Québec. Tu te rappelles, c'est un peu le même genre de truc que les endroits touristiques. Là. Maintenant, il y a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, ça. Sauf que pour les résidences privées, c'est un peu plus grave parce que si tu n'es pas certifié, tu peux pas... la personne aînée qui réside dans une résidence qui n'est pas certifiée n'a pas les crédits d'impôt qu'elle a le droit d'avoir. Ça peut représenter quelques dollars par jour. Oui, c'est sûr. Pour ces gens-là, oui. Alors, M. Hébert disait qu'il faut que ces résidences-là, il faut qu'on s'assure là, que la sécurité soit au rendez-vous dans ces résidences-là. Alors là, je suis allé voir, Martin, le règlement qu'ils ont passé. Tu sais, c'est toujours fait avec des bonnes intentions. Hein, tu as un paquet de fonctionnaires au Québec qui disent on va demander ci, on va demander ça. Alors, on va demander une procédure écrite pour la gestion des plaintes. On va demander un code d'éthique pour les travailleurs et les résidents.
Tu sais, ça paraît bien, puis tu dis, peut-être, ça a peut-être de l'allure. On va demander de constituer un dossier pour chaque résident avec un paquet d'informations là-dedans. On va rendre obligatoire la formation de tous les préposés, là, respiration, réanimation cardiaque, secouriste. On va demander de vérifier les antécédents judiciaires. C'est toutes les affaires, ça a du bon sens. On va demander d'installer des systèmes d'appel à l'aide dans les chambres. Tu sais, quand tu tombes, là, ils ont ça sur eux, à ton poignet ou dans ton cou. On va demander d'installer un système qui alerte le personnel. Tu sais, il y a des résidents qui peuvent partir, qui ont d'Alzheimer, qui ont des risques d'errance. N'importe, là. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on va mettre ça. C'est une bonne idée. On va demander que toutes les activités professionnelles soient accomplies par des membres en règle de l'ordre professionnel en question. Alors donc, si mettons que je sais pas, tu te donnes des pilules, il faut que ce soit un pharmacien, ou il faut que ce soit des gens, tu peux pas, le propriétaire de la résidence peut pas faire des gestes, poser des gestes qui sont couverts par la loi là, sur les ordres professionnels. On va demander au propriétaire d'appliquer tous les guides fournis par l'agence là, sur les accidents, les décès, les absences d'un résident, les maladies infectieuses, la prévention d'infection, les mesures de contention, la chaleur accablante. Tu sais, ça finit plus, là. On va demander un plan de sécurité d'incendie. Tu dis sur le coup, oui, c'est vrai que ça prendrait un plan là, au cas où il y a un incendie. Mais en bout de piste, ça coûte à peu près 200 à 300 000 $ mettre tout ça en place. Dans une bâtisse. Dans une bâtisse. Alors, ce qui arrive, c'est que, il n'y a pas une fermeture en masse de résidences, mais il y en a déjà 4 ou 5 à Montréal qui ont fait faillite. Puis dans les petits villages qui ont des petites résidences qui accueillent, mettons, une dizaine de résidences, là, ça, c'est des changements qui sont impossibles à assumer financièrement. C'est trop. C'est trop, là. Les grosses entreprises, eux autres, sont capables d'assumer ces coûts-là, mais pas les petites. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive? Les petites, ils sortirent. Ouais. Alors, ils décident de ne plus être certifiés. Puis quand tu n'es pas certifié, tu peux continuer à opérer une résidence, parce qu'une résidence qui doit être certifiée, il faut qu'elle offre au moins 2 services, en plus de simplement l'hébergement. Alors, par exemple, cafétéria et infirmière. Ouais. Ou cafétéria, puis, mettons, des jeux de loisirs. Okay. Alors là, ce qui arrive, c'est que les gens, surtout les OSBL, parce qu'il y a beaucoup d'OSBL qui s'occupent des résidences pour personnes âgées. 85% des OSBL ont abandonné le processus de certification. Et là, ça veut dire qu'il loge encore des aînés, mais là, il n'y a plus de... Subvention pour l'aîné, là. Il n'y a plus de pétanque, il n'y a plus de cafétéria, il n'y a plus de... Oui, mais l'aîné, lui, il ne reçoit plus non plus son crédit d'impôt. Il reçoit, je pense, oui, c'est ça, il y a un problème. Non, il y a un problème au niveau du crédit d'impôt. Et en plus, il vit dans une résidence où... Il n'y a plus rien à faire. Toute la vie, toute l'activité culturelle, toute la vie de la maison tombe à l'eau un peu. Tout ça pour dire que les fonctionnaires, ils ont toujours des bonnes intentions. Les policiers, ont toujours des bonnes intentions. Le paradis est pavé d'une rue avec des bonnes intentions, mais sauf que à force de rajouter des obligations, puis des obligations, puis des obligations, il y en a qui lâchent. Il y a des entrepreneurs qui disent c'est trop compliqué d'être entrepreneur au Québec. Il y en a trop. Il aurait peut-être fallu qu'ils fassent ça un peu plus progressivement, peut-être, ça? Oui, ou peut-être qu'il pourrait dire on va établir on va dire, OK, ça c'est une résidence 1 étoile, l'autre est 2 étoiles, l'autre est 3 étoiles, mais quand même laisser le choix aux gens. Si les gens veulent aller dans la résidence 1 étoile, parce que peut-être elle est moins chère, puis ils se disent, OK, moi, là, tu sais... Comme toi, tu choisis quand tu vas à l'hôtel, là. Exactement. Mais ici, on dit non, il faut que tout le monde soit 3 étoiles. Ouais. Et les 2 étoiles, les 1 étoile, c'est pas... Alors, donc, ce que ça fait, c'est que probablement que les gens qui sont les moins bien nantis, ceux qui voudraient avoir une résidence 1 étoile, là, ils peuvent pas. Donc, ils s'en vont dans un mouroir où il n'y a pas d'activité, où il n'y a pas de cafétéria, où il n'y a pas de pharmacien, où il n'y a rien. Alors, donc, mon point, c'est que c'est toujours des bonnes intentions, mais éventuellement, ces lois-là, ces règlements-là ont des effets pervers, ont souvent des effets contraires de ce qu'on espérait avoir. C'est triste. Ah ouais. Good. Merci Adrien pour être venu nous voir.